Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai eu le plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. C'est à travers ces différentes casquettes que Sylvie accompagne les personnes à se mettre en mouvement, notamment pour déployer leur potentiel et créer des possibles. Nous avons réalisé ensemble l'épisode 31, lorsque l'épuisement vient toquer à notre porte, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Dans cet épisode, nous parlons de l'épuisement physique et l'épuisement psychique auquel nous pouvons parfois être confrontés, sans même nous en rendre compte. Dans ce nouvel épisode, j'ai voulu vous faire découvrir les réflexes archaïques sous l'angle de la difficulté que nous pouvons parfois avoir à nous mettre en mouvement et à passer à l'action. Sylvie va nous montrer à quel point notre corps nous parle et nous donne des informations qui peuvent nous être très précieuses. Cet épisode est une invitation à revenir à son corps, à observer ce qui s'y passe et à passer à l'action, afin de développer sa confiance et son estime de soi. Alors avant de débuter, je tenais à m'excuser pour la qualité du son. Nous avons eu des petits soucis techniques lors de l'enregistrement. Lors des interventions de Sylvie, il y a malheureusement quelques grésillements ou coupures par endroits, mais ça n'altère en rien la qualité du contenu. Bonne écoute. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Ravie de pouvoir intervenir de nouveau au sein de ce podcast. Alors, comment peut-on définir les réflexes archaïques ? Alors, avant de définir ce qu'est un réflexe archaïque, je propose juste de préciser une chose. C'est que vous pouvez entendre parler de réflexes archaïques ou primitifs, et en réalité, en tout cas, il s'agit de la même chose. Donc, vous m'entendrez régulièrement primitif. Qui finalement est la traduction la plus proche de l'anglais. Alors, je propose également, avant de rentrer dans le vif du sujet, de définir ce qu'est un réflexe. Alors, peut-être que vous avez déjà très probablement eu le droit, lors d'un examen médical, au fameux contrôle du réflexe rotulien. Donc là, le médecin tape avec un petit marteau à réflexe sur le tendon rotulien et à ce moment-là, hop, ce qui se passe, c'est que le nerf, il va être stimulé, il va faire remonter l'information jusqu'à la moelle épinière, et l'influx en fait va revenir immédiatement vers le muscle de la cuisse, qui hop va se contracter et faire étendre votre jambe, qui est très rapide et donc une réaction réflexe. Et donc c'est une réaction qui est spontanée, involontaire et qui fait suite à une stimulation. À cela, vous pouvez ajouter un tas d'autres réflexes qui sont présents toute notre vie, cligner les yeux, éternuer, respirer. Et donc, ces réflexes, ils sont gérés par le tronc cérébral, qui est la partie la plus archaïque de notre cerveau. Alors, ensuite, le primitif, pour les définir, eux, sont également des réactions automatiques et involontaires, sauf qu'elles devraient être présentes, ou ils devraient être, présents dans les premiers mois de la vie. Et donc, autour de la première année du nourrisson, voire on peut aller jusqu'à 3 ans, parce que certains réflexes vont être un petit peu présents encore jusqu'à 2-3 ans. Ensuite, en fait, ces réflexes primitifs qui sont sur ce début de vie sont censés s'intégrer progressivement au fur et à mesure que les connexions neuronales se créent dans le cerveau. Et ils sont ils vont progressivement, quand on dit qu'ils vont s'intégrer, ils vont progressivement aller se laisser place en fait à des mouvements dits volontaires. Je prends un exemple. Vous pouvez imaginer le cadre de l'intégration, on peut imaginer qu'il y a un petit placard dans notre tronc cérébral. Et donc, imaginez qu'une fois que les réflexes primitifs ont joué leur rôle et qu'ils sont arrivés suffisamment à maturation, ils vont aller se ranger dans ce petit placard situé au niveau du tronc cérébral. Et donc, ils vont se ranger là et normalement, ils ne devraient ne plus émerger qu'en cas
ils n'émergeront qu'en cas de danger ensuite. Mais en attendant, ils sont censés se ranger là-dedans. Et donc, notre cerveau fera appel à ces réflexes éventuellement pour nous protéger. Je prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus explicite. Si j'approche par exemple mon doigt de la paume de la main d'un bébé, il va agripper mon doigt. Là, il s'agit de son réflexe dit de grasping ou réflexe d'agrippement palmaire. Progressivement, ce réflexe, il mature et place à un mouvement volontaire. C'est ce moment où le bébé commence à prendre ou à lâcher le doigt et à prendre ou à lâcher des objets de manière beaucoup plus consciente. Et donc, en fait, une bonne maturation de ce réflexe nous aidera ensuite à prendre les objets de manière suffisamment sécure, à ouvrir des bocaux, à accompagner nos gestes d'écriture, à serrer les mains avec une tonicité suffisante, quoique, est-ce qu'on va de nouveau compte tenu du contexte, peut-être pas. Mais en tout cas, c'était une bonne manière aussi de voir la maturation de ce réflexe d'agrippement. Donc, en fait, voilà, ça laisse place, on passe d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire. Donc, pour résumer, on pourrait dire que nos réflexes primitifs, c'est comme nos fondations, comme dans une maison, vraiment les fondations. Et ils ont un rôle clé à la fois pour notre survie, notre protection, notre développement, qu'il soit cognitif, émotionnel ou corporel. Et qu'est-ce qui peut empêcher leur bon développement ? Alors, ce qui peut empêcher qu'on pourrait dire un petit programme neurosensori-moteur, de se développer au mieux, il y a plusieurs choses. Ce sont à la fois les conditions de grossesse, les conditions d'accouchement ou de naissance, les conditions de vie durant la première année du déploiement de ces réflexes. Alors, je vais prendre des exemples un peu plus concrets. Est-ce que la femme enceinte a été alitée? Est-ce qu'elle a été exposée à du stress lié à la grossesse, même ou à d'autres événements pendant la période de la grossesse? Est-ce qu'elle a été exposée également à des toxicités, tabac, alcool, drogue? La naissance a été prématurée? Est-ce que la naissance a été, le moment de l'accouchement a été trop long, trop rapide? Est-ce qu'il y a eu un accouchement par césarienne? Est-ce que ça a été médicalisé, donc avec l'utilisation notamment de forceps, de ventouses? Est-ce que l'accouchement il a été déclenché? Est-ce qu'il y a eu séparation à la naissance? Est-ce qu'il y a eu du stress ou des maladies? Est-ce que l'enfant a pu explorer suffisamment dans la première année de sa vie sa motricité sans être trop positionné dans des transats, cosy, trotteurs, sans être trop exposé aux écrans ou pour raison médicale, il arrive que parfois pendant la vie, le bébé ne peut pas être aller explorer cette motricité qui est sienne. Et donc voilà des choses qui peuvent impacter le bon développement des réflexes, mais je tiens bien évidemment à préciser que cela signifie pas que systématiquement cela aura des conséquences, bien évidemment. Je tiens également à dire ô combien nous n'avons pas le contrôle sur tous les événements de la vie. Et donc, rappeler l'importance de regarder ce qui a été éventuel avec le plus de bienveillance possible. Cela vient apporter en fait des indications, une clé de lecture pour ouvrir des pistes, mais non pour renforcer plus de culpabilité éventuelle. Voilà, ça je tiens à le préciser, parce qu'en plus, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons travailler à l'intégration des réflexes primitifs tout au long de la vie, en passant par le mouvement, par un travail corporel, et donc en passant par ce qu'on appelle des mouvements dits passifs avec l'aide de quelqu'un, ou des mouvements qui sont dits actifs, qui peuvent être réalisés par la personne de manière en toute autonomie. Et en fait, c'est en passant par des mouvements rythmiques de type bercement, pression isométrique, qui sont comme de l'ordre du toucher, que cela va aller agir sur la sphère sensorielle, mais également permettre d'aller retravailler tout le schème moteur du réflexe. Et donc, on voit qu'on peut y travailler tout au long. Moi, j'accompagne les adultes avec cette approche autour de nombreuses problématiques et sujets qui vont des difficultés d'apprentissage aux difficultés comportementales. Donc c'est vraiment tout cela pour dire que bien évidemment, il y a des choses qui peuvent impacter le bon déploiement, des choses dont on n'a pas toujours le contrôle, des choses sur lesquelles, lorsqu'on a connaissance de cela, on peut agir en prévention.
ou en accompagnement en situation. Mais si ce n'est pas le cas et s'il n'est pas possible, il y a possibilité d'y travailler tout au long de la vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et lorsque nous souhaitons apporter du changement dans notre vie, nous pouvons avoir peur et donc avoir des difficultés à passer à l'action. Y a-t-il des réflexes archaïques qui peuvent impacter notre manière de ne pas agir ou au contraire notre manière d'agir ? Oui, alors, en effet, le changement, il engage une action, une modification de quelque chose, le passage d'un état à un autre. Et donc, je serais tentée de dire que cela génère de fait de la peur. Alors, la peur est une émotion qui nous traverse et dont le besoin est de nous protéger. Par conséquent, si quelque chose vient à être modifié intérieurement, extérieurement, cela peut venir de fait éveiller ou réveiller cette émotion à une intensité différente, associée éventuellement à d'autres émotions, qu'elles soient de joie, de chagrin, de colère. Et donc, à mon sens, aucun changement, qu'il soit souhaité ou non, puisqu'il pousse à une transformation, à une mise en mouvement. Alors, ce qu'on peut se demander pour répondre à ta question, Sophie, c'est qu'est-ce qui fait que cela donc, peut être plus ou moins facile ou difficile d'engager un changement et de passer à l'action ? Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime explorer ce sujet du changement et du passage à l'action sous plein d'angles. Je trouve que la psychologie, la philosophie, la pédagogie, la spiritualité, les neurosciences, elles nous permettent vraiment d'aller questionner cela sous différents angles. Ce qui me paraît intéressant compte tenu du lien avec les réflexes archaïques, là, c'est plutôt d'évoquer ce qui se passe d'un point de vue neurobiologique. Je me propose là de parler du lien avec les réflexes et également, j'ai très envie, sans en être spécialiste du sujet, et donc par ailleurs, je m'excuse si je manque de précision, mais d'évoquer la théorie polyvagale qui est élaborée par Stéphane Porges, qui me semble être vraiment une théorie assez intéressante pour aller répondre à ta question de manière un peu plus explicite et de faire du lien aussi avec les réflexes archaïques. Alors, en fait, si on s'intéresse à la théorie polyvagale, qui est fondée sur des recherches neuroscientifiques et qui indique ô combien, en fait, on recherche nous recherchons à nous sentir en sécurité dans notre vie et dans nos relations aux autres, et que pour cela, notre système nerveux devient notre système de surveillance personnelle. En fait, ce système nerveux, ce système de surveillance, il va agir en permanence pour nous protéger, il va évaluer continuellement le danger. Et tout cela se produit de manière assez profonde et loin d'être du côté d'une pensée ou d'un contrôle conscient. Notre système nerveux, il va avoir 3 modes de réaction. Et j'aime bien l'image qui est souvent prise sur l'image de l'échelle pour expliquer cette théorie. Et donc, avec cette question de comment vivons-nous les changements en fonction de là où on se trouve sur l'échelle. Alors, pour reprendre cette histoire, lorsque nous sommes en haut de l'échelle, nous sommes en mode vagal ventral. C'est un état où on se sent bien en général. On est en sécurité, en lien, calme, sociable. Dans cet état, on est souvent connecté à ce que nous nous sentons donc connectés à ce que nous vivons. Nous pouvons aller vers les autres. Parmi les expériences du quotidien qui révèlent de cet état, on peut compter le fait d'être organisé, de réaliser des projets, de s'occuper de soi, de prendre du bon temps, de faire des choses avec les autres, de se sentir même productif au travail. Là, on est vraiment dans une sensation dans le vagal ventral d'équilibre et d'efficacité. Et d'ailleurs, d'un point de vue corporel, en général, le rythme cardiaque et la respiration sont plutôt tranquilles. Évidemment, nous ne passons pas tout notre temps dans ce flot que l'on recherche, mais dans lequel on ne passe pas son temps en permanence. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de ne pas y être tout le temps. Voilà. Et donc, en cas de sensation de danger, cela fait immédiatement déclencher notre sortie de cet état et nous renvoyer vers un autre mode de réaction. Donc là, imaginons, on est toujours sur cette échelle, on redescend un petit peu de l'échelle, on se retrouve au centre là, et c'est notre système sympathique qui va nous amener à nous mobiliser pour réagir et prendre les mesures nécessaires. Et là, quand on est dans cette phase-là, en général, on est en mouvement, on est même en hypervigilance,
D'ailleurs, d'un point de vue corporel, le rythme cardiaque il est accéléré, la respiration plus rapide, les muscles tendus, une montée de l'adrénaline. Bref, on est prêt à attaquer ou à fuir. Et donc, si cet état, donc, ce qui se passe, c'est que si on continue à redescendre un peu au niveau de l'échelle, si on est en danger et face à un danger dans lequel on sent que l'état sympathique, donc ce mode sympathique-là, ne suffit plus à faire face, quand on se sent complètement bloqué, piégé, incapable d'échapper au danger, eh bien là, on redescend dans un autre état qui s'appelle le mode dorsal du système nerveux. Et donc, qui arrive là toujours comme un mode de protection et donc comme une voie du dernier recours. Et là, en général, lorsqu'on descend dans cette échelle-là et qu'on descend dans cet état-là, c'est souvent là où on reste un peu figé, immobilisé, donc dans l'impossibilité de passer à l'action. On peut d'ailleurs nous décrire comme confus, extrêmement fatigué. On peut se décrire comme ça, comme extrêmement confus, fatigué pour penser et agir. Le monde peut paraître complètement obscur. On peut se sentir désemparé. En fait, notre système nerveux à ce moment-là, il s'éteint, il se met en mode off pour survivre. Parce que je rappelle toujours que cette modalité de protection, celle que notre système a trouvée, est en soi pour lui la plus adaptée pour nous protéger. Et donc cet état-là, il vient nous ramener vraiment dans un stade un peu plus reptilien. Alors pourquoi je présente ces trois états? Parce que je les trouve vraiment intéressants pour répondre à ta question et surtout parce qu'en fait, on se rend compte ô combien d'avoir connaissance de notre système nerveux, de ces modalités-là, peut nous aider à mieux comprendre son rôle, nos réactions, afin d'assurer en fait notre sécurité, notre survie, et que cela, en fait, ça nous aide à mettre de la conscience dans les schémas de comportement, et donc aussi, ça nous ouvre quand même une voie qui est de comment je peux commencer à aller réguler mon système nerveux. Et là, ça ramène à repasser par le sens, par les sens, voilà, donc ça me semble intéressant de le poser pour ensuite aussi faire le lien avec les réflexes primitifs. Et donc, pour répondre aussi à cette question, c'est oui, les réflexes primitifs, ils vont jouer un rôle quand même important dans ce passage à l'action ou l'absence de passage à l'action, parce qu'en fait, ils vont jouer un rôle important. On parlait tout à l'heure de fondation, et bien ils vont aller jouer un rôle important aussi dans la fondation de notre sécurité intérieure. Et donc, je citerai que deux réflexes qui, même si je dirais que l'ensemble des réflexes vont jouer un rôle finalement dans l'état de sécurité intérieure, mais j'en citerai que deux qui, s'ils sont toujours actifs, s'ils n'ont pas été correctement intégrés ou n'ont pas eu le temps de maturer suffisamment, peuvent nous impacter. Et pour cela, je citerai donc le réflexe de paralysie par la peur. Le réflexe de paralysie par la peur, finalement, ça nous ramène à cet état en mode dorsal, là où je disais que le système nerveux est en mode éteint. Et si je fais référence d'ailleurs à l'épisode avec toi, Sophie, sur l'épuisement, clairement, l'épuisement fait basculer en mode dorsal, vient réactiver le RPP, le réflexe de paralysie par la peur. Un autre réflexe qui a quand même un rôle important et qu'on va faire du lien avec les états du système nerveux, c'est le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, on est plutôt sur le mode sympathique, c'est-à-dire que s'il est actif, ça nous amène à des réactions vraiment soit plus réactives, soit donc d'attaque, soit de fuite. Et une bonne intégration en fait de ces réflexes va nous inviter finalement à être un peu dans une ajusté de ce système nerveux et donc d'aller accéder plus facilement à ce mode que l'on recherche de flow, je dirais, le mode ventral, vagal. Et existe-t-il des réflexes archaïques qui peuvent avoir une incidence sur notre motivation? Alors oui, certains réflexes peuvent impacter sur la motivation. Donc nous avons là où, alors si je recite les mêmes, mais nous avons le RPP et le Moro dont je viens de parler. Alors, on pourrait passer en fait des heures à aborder ce sujet sous l'angle des réflexes, notamment parce qu'en plus, dans la notion de motivation, il y a plein d'axes qui peuvent être investigués. Est-ce que c'est une difficulté pour se mettre en action? Est-ce que on arrive à se mettre en action, mais on a du mal à maintenir cette motivation dans le temps?
dans la durée? Est-ce que c'est lié à l'estime, la confiance en soi? Enfin, en tout cas, c'est un sujet qu'on pourrait aborder sous plein d'angles. Je pourrais, d'un point de vue réflexe, je vais en fonction de cela, des sujets ou de la problématique, et notamment lorsque ça touche la motivation, travailler sur plusieurs réflexes, accompagner l'intégration de certains réflexes, comme par le réflexe tonique labyrinthique, le RTL, qui est un réflexe qui est clé pour le développement de notre équilibre, notre tonicité, notre posture, nos apprentissages et également notre motivation. Mais je dirais en fait chaque réflexe jouant un rôle dans le développement de la sphère corporelle, cognitive et émotionnelle. Il y en a plein d'autres qui peuvent qu'on pourrait citer. On pourrait citer le réflexe de reptation, le réflexe de l'endo, le réflexe de marche automatique. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on pourrait le voir sous plusieurs angles. En fait, c'est propre à la personne et c'est propre finalement aussi à son propre vécu, si je résume, c'est ça? Oui, oui, en effet. Comment pouvons-nous détecter dans notre corps le moment où il est temps de se mettre en mouvement? Alors, le corps est un fabuleux partenaire qui nous donne en fait énormément d'informations. D'ailleurs, 80% des informations sont données par le corps, par le biais des sensations. Et donc, ces informations, elles montent dans le cerveau. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ô combien, je dirais, que du coup, c'est en étant à l'écoute de ces sensations et de ces émotions que l'on peut avoir une aide précieuse. Alors, c'est difficile de répondre de manière très précise pour moi là, à ta question, Sophie. En tout cas, je vois en combien, en approche d'intégration des réflexes, ô combien le corps nous parle. Et justement, chaque chaîne moteur de réflexe donne des informations très intéressantes, des clés de lecture qui peut aider ensuite à conscientiser ce qu'il se passe. Et peut-être se demander en conscience, qu'est-ce que j'observe dans ma posture, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens en termes de douleur, de tension, est-ce que j'ai les poings serrés, voilà, en fait, de partir de corporelle pour finalement accéder parfois à un peu plus de conscience et du coup d'identifier, je dirais alors, de quelle manière se mettre en mouvement et puis parfois que c'est le moment de se mettre en mouvement. Alors je ne sais pas si je réponds suffisamment à cette question, mais je dirais qu'à cela, voilà, on peut s'appuyer à la fois sur ce qu'on a dit sur les 3 états du système nerveux et donc vraiment, moi, je rappelais ô combien nos sensations et nos émotions sont clés. Ouais, c'est être à l'écoute en fait vraiment de ce qui se passe dans notre corps et par quoi nous sommes traversés finalement. Oui, c'est vrai que alors quand il est temps de se mettre en mouvement, tu disais, c'est tellement, ça peut être tellement variable et en fonction de la personne, de son vécu, voilà. Donc je dirais qu'en fait le simple fait d'être dans une observation déjà de ce qui se passe peut donner des indications et peut m'inviter du coup à me mettre en mouvement ou pas, en fonction de ce qui se passe pour soi-même. Oui, c'est important d'être à l'écoute de soi justement pour se dire, c'est à soi, finalement à soi-même de décider de se mettre en mouvement et c'est pas j'allais dire à notre entourage de nous dire il est temps que tu te mettes en mouvement. Enfin, c'est ce qui me vient là, mais je me dis ça c'est très important aussi par rapport à ce que tu nous dis, c'est d'être à l'écoute en fait. Qu'est-ce que me dit mon corps et qu'est-ce que je me dis, sans tomber non plus dans les histoires qu'on peut se raconter à justement se trouver des excuses pour pas y aller. C'est toujours ce juste équilibre finalement à trouver. Ouais. Qui est d'ailleurs la chose qui n'est pas toujours simple en effet à faire. Mais oui, je te rejoins vraiment sur cette notion d'équilibre et en fait d'arriver à décoder. Est-ce que là je me mets pas en mouvement parce que je me raconte, comme tu dis, des histoires. En fait, j'ai trop peur et donc c'est mon mécanisme de protection qui m'invite. Ou est-ce que voilà, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Et donc c'est vrai que je dirais là, il n'y a pas de recette, c'est juste plus je me connais, plus je prends le temps d'oser regarder ce qui se passe pour moi, et plus je vais avancer à tatillon parfois, ou plus rapidement. Voilà, tout dépend du moment. Et en quoi le passage à l'action peut-il nous permettre de développer notre confiance et notre estime de soi?
Alors, spontanément, je pense à ce proverbe qui dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, on pourrait dire en fait que c'est en passant à l'action, en se mettant en mouvement, que l'on développe notre confiance en nous et par conséquent que l'on renforce en fait cette estime de nous-mêmes. Alors, pourquoi je dis ça? Pour cela, il me semble important de différencier les deux termes déjà que sont l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a deux docteurs en psychologie, Jean-Pierre Famos et Jean Berche, j'espère que je n'écorche pas leur nom, qui indiquent que l'estime de soi, évaluation globale de sa valeur en tant que personne. Donc en fait, l'estime de soi, ça se rapporte au sentiment d'avoir de la valeur, et la confiance en soi, elle renvoie au fait de se sentir capable de relever des défis à venir, par exemple. En fait, l'un fait focus sur l'identité, l'estime de soi, et l'autre sur le savoir-faire, la compétence. Donc là, on est du côté de la confiance en soi. Et bien évidemment, l'un et l'autre sont en interdépendance. Mais pour répondre donc à ta question, pour muscler confiance et estime de soi, j'ai besoin quand même d'agir, d'expérimenter, d'essayer, de me tromper, de recommencer, de réussir, voilà, un peu d'être dans cette démarche-là et pour pouvoir aller nourrir à la fois, ou en tout cas développer cette confiance en soi et par conséquent aussi cette estime de soi. Et peux-tu nous donner un conseil pour aider nos auditeurs à se mettre en action? Eh bien, je dirais que peut-être compte tenu de nos échanges, considérer le précieux guide, en tout cas dans l'idée de ne pas opposer le corps et l'esprit. Tous deux peuvent faire vraiment une belle équipe. Et si l'on reprend l'image de l'échelle liée à la théorie polyvagale, ou si on reprend des choses autour de l'approche liée à l'intégration des réflexes primitifs, on voit ô combien accorder une place au corps, au sens, permet de comprendre et de lever des blocages, de se mettre en action en passant tout d'abord par en physique, mais qui permet du coup de générer du mouvement intérieur et du mouvement extérieur. Donc, éventuellement, s'ouvrir aux approches, j'inviterais les auditeurs à aller s'ouvrir aux approches psychocorporelles. Alors, en fonction de qui l'on est, ça peut être du yoga à la boxe. En fait, ce qui va être important, c'est d'identifier ce qui fait sens pour soi. Il n'y a pas de bonne ou façon de faire son choix là-dedans. On parle d'approche psychocorporelle, on pourrait avoir aujourd'hui tendance à inviter à aller du côté de la sophrologie, du yoga, de la méditation. Voilà, moi je le dis, mais en fait c'est la mise en mouvement. Pour certains d'ailleurs, ça va être des approches qui ne vont pas être aidantes, et qui vont pouvoir avoir besoin de se mettre, de découvrir des choses qui les mettent encore plus en mouvement et autrement. Donc vraiment, l'idée c'est d'aller en tout cas explorer ces approches psychocorporelles. Donc soit qui invite à se mettre de manière assez active en qui, par l'accompagnement de praticiens, de thérapeutes, vont aller explorer, passer en fait par le corps pour pouvoir mettre en mots des choses, pour pouvoir accéder à plus de conscience. Je vois ô combien quand on fait des séances d'intégration de réflexes, où finalement on part d'un objectif, d'une problématique et puis d'un objectif. Lorsque on passe par ce corps, par cette mise en mouvement, il y a parfois des grandes prises de conscience, des choses qui viennent déjà. Ça vient mettre la lumière parfois sur des comportements, des réactions qui ont souvent généré, je dirais, une perte d'estime et de confiance en soi. Donc déjà, ça vient travailler, parfois réhabiliter des choses autour de cela. Je le vois avec des personnes qui leur vie maladroite parce qu'elles font en permanence tomber des choses, et quand elles comprennent ce qui se passe dans ces mécanismes-là, la découverte notamment des réflexes et de comment ça a pu impacter, eh bien, il y a des choses déjà qui se passent en termes d'estime et de confiance en soi. Et puis parfois, du coup, de passer par le corps, par la posture, ça vient mettre en mouvement d'autres choses, et vraiment on est parfois dans des je viens avec telle situation que je rencontre ou telle problématique, ou
Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qui se passe quand on passe aussi par le corps. Et donc c'est vraiment ce dosage entre voilà tout ce qu'on mentalise, hein, tout ce qu'on met dans la tête, l'analyse, etc. Et le fait de revenir à ce corps-là qui nous permet d'aller du côté de cette analyse, compréhension, mais d'une manière parfois plus juste en réalité. Et voilà. Et je dirais qu'un autre conseil, c'est vraiment d'oser regarder ce qui sécurise et ce qui insécurise, pour pouvoir y mettre là aussi de la conscience et avancer avec ce qui est à son rythme. Je trouve que s'accorder le temps de passer, et ça fait écho avec ce que tu posais tout à l'heure, Sophie, s'accorder le temps de passer de il faut que je fasse ci, il faut que il faut que je bouge un peu, il faut que je me mette en mouvement par rapport à telle ou telle situation, de passer de il faut à je fais le choix. Je fais le choix de le faire à ce moment-là. Alors, sans être en fait dans cette notion de toujours de force, d'être dans quelque chose où on subit tout le temps cette mise en mouvement. On s'est toujours aussi, mais je trouve intéressant de dire, ok, il faut, on en a une tonne. Mais à quel moment je dis, mais en fait, là, je fais le choix. Et donc, ça demande d'aller regarder ce qui sécurise et insécurise aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas, la vie nous met pas toujours dans cette posture de flow, même si on veut tendre et on veut y aller. Et en même temps, dans ce qui m'insécurise, si j'ose regarder, alors j'ose regarder seule, j'ose regarder accompagnée de thérapeutes, de praticiens. Si j'ose regarder ce qui m'insécurise, j'accède à extrêmement intéressante pour pouvoir me mettre en mouvement. Et pour pouvoir aller, il me semble qu'il y a eu un podcast là précédemment, Sophie, sur la singularité que tu as proposé, et ô combien en fait c'est aussi dans ces zones-là qu'on accède aussi à cette singularité et à une meilleure connaissance de soi. Complètement. Et moi, je rebondirais sur une expérience personnelle, psychocorporelle. Et là, je fais le lien avec un podcast que j'ai fait, il y a un certain temps maintenant, le monde intérieur, notre monde intérieur avec Carole Pirotte. Et justement, c'est d'aller à la rencontre aussi de ces traumatismes. Et justement, tu vois, c'est ce qui me vient, nos blessures, en fait, ce qui fait mal à l'intérieur de soi. Et en fait, le fait d'aller à la rencontre, mais ça, par contre, il faut le faire accompagner parce que seul, c'est quand même compliqué, parce que c'est pas toujours agréable et c'est loin d'être agréable. Mais par contre, le fait d'aller à cet endroit-là et comme tu dis de passer par le corps, ça désengramme et c'est ça qui va désengrammer ce qu'on a engrammé, j'allais dire. Et ça c'est hyper important et ça crée une libération. Et justement, c'est comme ce que tu disais, on passe une étape après en fait. On passe un pas, enfin voilà, c'est comme si on avait l'élan en fait, on retrouvait un élan en fait, après cette libération, qui permet d'aller à l'étape suivante. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu ce type d'accompagnement, que justement Carole Pirotte explique très bien. C'est pour ça que je renvoie à ce podcast-là. Mais ça, c'est par rapport à la rencontre des traumatismes. Donc, c'est une autre approche. Mais c'est justement trouver son approche, en fait. Qu'est-ce qui, moi, me parle. Et du coup, je rebondis par rapport à ton deuxième conseil, l'écoute de soi. Qu'est-ce qui, moi, en fait, m'appelle et qu'est-ce qui me semble bon à moi. Mais on revient à soi, quoi. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? C'est pas le mental, c'est le corps. Qu'est-ce que mon corps me dit quelque part? Et après, parfois, c'est vrai que la vie, je le dis souvent, est plus créative que nous et nous pousse parfois dans nos retranchements et dans une mise en action non souhaitée, dans laquelle on n'était pas prêt à un moment donné. Et pourtant, à ce moment-là, il se passe aussi des choses intéressantes. Voilà, donc c'est vrai que rien n'est lisse, mais voilà, plus on est à l'écoute de ce qui se passe à ce moment-là, plus on peut ajuster en fonction de ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, c'est vraiment un cheminement. Et donc voilà, il y a des chemins de travers. C'est vraiment un cheminement. C'est exactement ça. Et avant de conclure, je me disais finalement, si on résume, les réflexes archaïques, c'est finalement aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de soi finalement, du corps en fait, ce retour au corps, revenir au corps en fait quelque part. Oui, moi ce que j'aime beaucoup dans les réflexes archaïques déjà, c'est que ça met en lumière la sagesse infinie de notre corps et en tout cas son potentiel, celui que l'on possède tous normalement à notre naissance et qui
qui nous permet d'ailleurs de naître, puisqu'on nous mobilisons, c'est grâce à notamment à nos réflexes archaïques que le processus de naissance se passe, etc. Donc, je dirais d'un point de vue naturel, c'est juste incroyable de voir ce qui se déploie à ce moment-là. Moi, je suis admirative de ça, et je me dis admirative de voir ce qui se fait de manière complètement involontaire et spontanée et qui est précieuse pour notre développement, notre sécurité, notre survie. Donc déjà, ça permet de se remettre en lien avec ça, je trouve, de voir ô combien il y a une interconnexion. Notre corps s'organise, notre cerveau s'organise. Et on voit ô combien tout ça ne se fait pas de manière complètement isolée. Il y a une interdépendance dans tout ça. Donc la tête, le cœur, le corps, quand on parle de cela, finalement, tout ça est un tout qui se développe avec des choses, je dirais, visibles, moins visibles. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça amène toujours à voir l'accompagnement ou les avancées de manière assez... j'aime bien holistique, global, parce qu'il y a tellement de choses d'interdépendance, ça me semble essentiel. Et les réflexes primitifs, en fait, plus tard, lorsqu'on retravaille sur l'intégration, eh bien oui, ça permet d'aller vraiment aussi se dire que finalement, c'est juste incroyable comment notre corps... alors, nous avons une chose que je n'ai pas dite, mais je dirais que nous avons quasiment tous des réflexes pas complètement intégrés. Et ce n'est pas grave, là aussi, juste ça permet de mettre en avant aussi l'intelligence de l'humain qui va apprendre à compenser. Et donc, il va compenser par plein de choses. Il va compenser par des postures un petit peu différentes, souvent être l'objet je dirais de jugement, tiens, regarde comment il se tient à table ou en classe, etc. En fait, mais à ce moment-là, ces postures-là, par exemple, sont des compensations pour contrer ce réflexe qui, d'une certaine façon, vient parasiter un peu notre fonctionnement quand ils ne sont pas correctement intégrés. J'aime cette approche-là parce qu'elle permet d'aller regarder les situations en se disant, tiens, quand je vois ça, en fait, ça met en lumière un besoin. Ça ne vient pas, ça vient juste mettre en lumière un besoin. Le corps, là, il donne des indications hyper intéressantes qui, m'invitent à aller investiguer peut-être telle ou telle chose. Jamais dans une idée de fermeture, bien évidemment. Ce sont des informations. Et donc, qu'est-ce que j'en fais ? En tout cas, ça ouvre le champ de possibilités dans la compréhension. Quand j'accompagne avec l'intégration des réflexes, c'est que des fois, j'observe des choses et je verbalise en disant et est-ce que ça... je dis la première chose qui me vient en tête, mais comme ça, assez spontanément, mais... Tiens, et éventuellement, est-ce qu'il y a des difficultés parfois à faire les lacets et en même temps, par rapport à tel apprentissage, la lecture, c'est peut-être acide ou au contraire, c'est complexe. En fait, des choses qui peuvent être complètement, où là, je parle d'un geste du quotidien avec quelque chose lié aux apprentissages, bref. Et quand, à ce moment-là, vous avez des personnes qui vous regardent en disant « Oui, ok, mais comment je n'ai rien dit sur ces sujets ?» Et oui, en effet, il y a des difficultés. Je me dis juste, là, c'est juste incroyable de voir ô combien le corps parle, donne des indications pour pouvoir aller explorer peut-être d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? La dernière fois, j'avais clôturé avec une citation. Je serais tentée, mon cœur balance entre deux, qui pourrait être en lien avec notre échange. Alors j'aime bien celle de Léonard de Vinci qui dit que le mouvement est le principe de toute vie. On voit ô combien, oui, en effet, au principe de toute vie, quand on observe la nature et qu'on voit le cycle naturel de la vie, on se rend compte ô combien c'est du mouvement. Si on observe ne serait-ce que les 4 saisons, on voit ô combien il y a du mouvement. Quand on regarde tous les événements qui peuvent nous arriver en fait qui nous poussent à être dans le mouvement. Donc d'une manière ou d'une autre, quand on est en permanence en mouvement.
Et donc, le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui est du côté de la vie. Donc voilà, j'aime bien cette citation-là. Et je terminerai peut-être par une citation de Geneviève Dussault, qui dit que notre corps est façonné par le mouvement. Comme pour les paysages et les reliefs, il est la résultante de mouvements internes et externes qui, en se combinant, créent notre unicité structurelle et expressive. Voilà, je trouve qu'elle est intéressante pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais, ça résume bien les choses, effectivement. En tout cas, un grand merci Sylvie pour toutes ces explications et éclaircissements. Et moi, si j'avais un mot pour clôturer notre échange, tu vois, ce serait vraiment d'écouter son corps, en fait, d'être à l'écoute de son corps et pour mettre de la conscience, justement. Merci Sophie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.